Bonjour, bienvenue dans cette rétro conso de l'année 2021, l'occasion de jeter un dernier coup d'œil dans le rétroviseur d'une année retail, d'une année conso particulièrement chargée. L'année dernière, vous aviez été plus de 8000 à regarder la rétro conso de l'année 2020, ce qui suffisait évidemment à recommencer cette année pour la rétro conso de l'année 2021. C'est parti! C'était donc 2021 et je vous propose tout simplement de rebalayer cette année et de qualifier le commerce. Alors, comment peut-on qualifier au moment de tourner cette année le commerce tel que nous l'avons vécu? Alors, j'ai choisi différents mots, vous les voyez, on va les parcourir et surtout les illustrer. Le premier mot que j'ai choisi, c'est de vous montrer, de partager à quel point le commerce a été en 2021 sous contrainte. Alors évidemment, on l'oublie parce que c'est relativement vieux, ça fait déjà des mois, et pourtant 2021 avait été, comme 2020, marqué par ces images de rayons condamnés, de rayons fermés, de rayons bâchés, vous le voyez ici, on est chez Action, et de rayons dont on ne pouvait même pas aller se servir des produits que l'on désirait peut-être. Imaginez comme j'étais frustré de ne pas pouvoir m'acheter ces nains de jardin qui me faisaient de l'œil, et pourtant, c'était évidemment pas possible puisque c'était des produits non essentiels et des rayons fermés, ce qui avait donné lieu d'ailleurs à cette fameuse dichotomie, rappelez-vous, avec des rayons qui avaient le droit d'ouvrir, d'autres qui n'avaient pas, et les enseignes qui devaient faire des listes à l'après-vert pour indiquer ceux qui étaient ouverts ou d'autres ceux qui étaient fermés. Bref, c'était objectivement compliqué pour le consommateur de s'y retrouver. Et puis, il y avait évidemment, rappelez-vous, cette fameuse distinction entre produits essentiels, produits non essentiels. Ici, on est chez Jiffy qui nous explique donc que les étiquettes jaunes sont des produits qui ont le droit d'être vendus, qui sont en rayon. Vous voyez que ce jour-là, chez Jiffy, les cure-dents étaient considérés comme essentiels, et ça c'est quand même peut-être l'information la plus importante de l'année, les cure-dents qui étaient essentiels, puisque cette fameuse distinction essentiel-non essentiel a bercé le début de l'année. Quand je vous évoquais cette idée de commerce sous contrainte, il y a aussi l'idée des contraintes qui pesaient sur les clients. Vous voyez, dans ce magasin, on vous oblige à prendre un panier en entrant et on l'explique de manière très directe, très claire, écrit en lettres capitales, merci de ne pas entrer sans panier. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permettait aux commerçants de savoir en temps réel combien de clients il y avait, mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point le commerce, cette année encore, avait été dans les contraintes qu'il faisait peser sur les clients, ce qui n'est pas en théorie ce que l'on considère comme étant le commerce normal. Alors la bonne nouvelle néanmoins, parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles, même dans les situations difficiles, c'est que ça a permis d'inventer, vous le voyez ici, un nouveau métier, contrôleur de jauge. Oui, parce qu'il fallait s'assurer qu'il y avait bien les jauges qui étaient respectées. Alors, dans certains cas, évidemment, la jauge était tellement facile qu'il n'y a pas besoin de contrôleur. Vous voyez par moment l'absurdité de la chose. Dans ce magasin, vu sa taille évidemment, il ne pouvait y avoir qu'un client à la fois, pas besoin de contrôleur. Les contraintes, ça a aussi imposé des façons de tenter malgré tout d'être le plus actif possible. Vous voyez, dans ce magasin Chris, qui ne pouvait pas recevoir les clients chez lui, il avait déporté cette espèce de petit stand à l'extérieur dans la galerie commerciale pour malgré tout pouvoir effectuer son métier de commerçant. Donc c'était une façon malgré tout de pouvoir travailler. Parce qu'on a senti, et ça c'était plus fort encore en 2021 qu'en 2020, on a senti cette espèce de ras-le-bol des commerçants de devoir fermer, de ne pas pouvoir faire leur métier. Alors je vous ai pris qu'un exemple parmi tant d'autres, on est ici à Paris, on est devant un petit commerçant, un chausseur qui explique à quel point il est disposé malgré tout à faire son métier. Vous avez besoin d'un renseignement, appelez-moi, vous voulez commander, appelez-moi, tout est possible, même le fait d'éditer un QR code. Donc ce qui était finalement très intéressant dans cette soif des commerçants de faire leur métier, c'est que finalement, il y avait toujours l'envie d'être un commerçant malgré la situation difficile, ce fameux commerce sous contrainte. Alors heureusement, la contrainte s'est levée. Rappelez-vous, on était le 19 mai, c'est le jour où les magasins ont pu réouvrir. Et dans cette série, j'ai beaucoup apprécié cette communication d'IKEA parce que, évidemment, il y avait de l'émotion, il y avait de l'affection pour ses clients. Et puis, elle disait quelque chose, c'est quel plaisir de vous retrouver, ce qui correspondait finalement au nombre de fois où les commerçants avaient été victimes de cette impérieuse nécessité que de baisser le rideau, de fermer. Donc c'était l'occasion de se retrouver. C'était finalement assez bien trouvé de la part d'IKEA.
Alors, ça n'a pas duré aussi longtemps qu'on l'espérait, cette situation quasi normale, puisque rapidement est arrivée, c'était pendant l'été, la notion de passe sanitaire, avec des magasins qui devaient filtrer les clients en fonction de la possession ou non de passe sanitaire. Donc vous imaginez que la fluidité des entrées était un peu compliquée, puisqu'il fallait regarder ces images, il fallait montrer patte blanche, parce que c'est ça le mot, il fallait montrer son passe sanitaire avant de rentrer dans les magasins. Là, on est de nouveau de retour chez Ikea, qui lui aussi devait demander un pass sanitaire. Et là, ce qui est original, c'est la photo suivante, regardez-la, c'est d'aller jusqu'à installer un barnum de test sur son parking, puisque dès lors que les commerçants devaient demander un pass sanitaire, ou en tous les cas la preuve d'une forme d'innocuité à leurs clients, eh bien on devait leur permettre aussi de pouvoir présenter cette preuve-là, et donc en faisant un test sur le parking. Ça fait probablement partie de ces images de la crise, de ces images où retail et crise ont dû malgré tout cohabiter. Alors, dans le même temps, certains magasins n'étaient pas obligés de demander le pass sanitaire. Et là, on a eu quelques pratiques, on va dire, qui peuvent être qualifiées en tous les cas par ceux qui devaient avoir un pass sanitaire comme des mauvaises pratiques, parce que du coup, on se gargarisait de pouvoir accueillir le consommateur sans lui demander. Donc, vous voyez, la bataille de communication entre enseignes est allée jusqu'à ce sujet du pass sanitaire. C'était une façon de montrer à quel point le commerce a donc vécu sous contrainte. Le deuxième mot qui caractérise l'année commerciale, c'est le commerce sous pression, parce qu'il est toujours davantage sous pression. Et pour vous l'illustrer, je vous amène à Lille. Alors, je vous ai pris qu'un exemple, mais qui est très révélateur des difficultés actuellement du commerce et de la pression que le commerce subit. Vous voyez, je vous ai pris un cercle dans le vieux Lille qui fait moins de 200 mètres. Et bien, dans ce cercle-là, regardez, un premier magasin en liquidation, un deuxième magasin, un troisième magasin, un quatrième magasin, et j'aurais pu malheureusement multiplier les exemples de ce commerce sous pression, mais sous pression économique. Et ça s'explique malheureusement de manière assez factuelle, assez cartésienne, parce que vous avez trois menaces qui pèsent actuellement sur le commerce. Ce n'est pas spécifique à 2021, mais 2021 a à nouveau marqué un renforcement de cette pression-là. D'abord, la conso, quand on la regarde sur une tendance durable, ne progresse plus ou plus beaucoup, en tous les cas beaucoup moins qu'avant. C'est le premier insight. Le deuxième, c'est la place du e-commerce qui ne cesse de croître. En 2021, on va probablement atteindre les 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, dont la moitié qui vont être composés de produits. Et puis enfin, dans le même temps, on a toujours cet accroissement des capacités commerciales, soit exprimé en nombre de mètres carrés, parce qu'on continue à produire des mètres carrés, soit exprimé en heures travaillées, puisqu'on continue à accroître les amplitudes horaires. Donc, la conséquence de ces trois insights, elle est très simple. Il n'y a pas beaucoup plus d'euros qui sont dépensés, il y a une part croissante qui bascule du offline vers le online, et dans le même temps, il y a toujours plus de capacité pour accueillir ces euros-là. Donc mécaniquement, ça produit, et c'est ça la pression que le commerce vit, ça produit une baisse des rendements commerciaux. Cette baisse, elle se mesure au moins sur le métier des hypermarchés et des supermarchés, où tout est mesuré quasiment au millimètre près, que ce soit à la surface des magasins ou au centime près, le montant de leur chiffre d'affaires. Vous avez sous les yeux l'évolution des rendements qui est calculée avec Nielsen IQ tous les ans. À gauche, vous avez les hypermarchés, à droite, vous avez les supermarchés. À gauche, en hyper, on vient donc de terminer la 7e année consécutive de baisse des rendements. Ça veut dire qu'il y a moins d'euros qui passent par mètre carré. À droite, vous avez les supermarchés. Alors, certes, le destin est plus chaotique. 2020 avait été une année évidemment très favorable, liée au rebond de la proximité dans le commerce. Mais quand vous acceptez de regarder dans le temps long, c'est-à-dire sur les 7 ans de l'étude, eh bien, vous voyez que même en supermarché, le rendement est en baisse. Et dans le commerce, quand le rendement baisse, c'est le modèle économique qui est atteint. Voilà pourquoi il est finalement assez normal que le modèle économique des commerçants en général soit aujourd'hui plus en difficulté qu'il ne l'était hier. Alors en gros, dit autrement, il y a trop de mètres carrés. Eh bien, de temps en temps, ça se voit, ça se matérialise. Regardez cette photo que j'ai pu faire dans un hypermarché géant. Regardez à quel point on a étalé la totalité de l'offre valise. Pourquoi? Tout simplement pour occuper de l'espace. Je pense que ça se voit, il n'y a pas besoin de beaucoup de démonstrations. Cette photo montre bien que dans ce magasin, à ce moment-là, on avait trop de mètres carrés, on avait aussi accessoirement trop de valises, puisque c'est quand même pas le produit qui s'est le plus vendu depuis 2 ans, en raison évidemment des restrictions de voyage.
Autre image et peut-être encore plus dure à regarder, mais pourtant c'est la réalité. Je suis toujours dans un hypermarché géant et voyez, dans cet hypermarché, on a condamné la totalité d'une allée. Vous voyez bien que derrière toutes ces affiches-là, il y a ce qui ressemble à un meuble frais. Il est toujours là, sauf qu'il n'est plus en service et il n'est plus utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait probablement dans ce magasin aussi trop de mètres carrés. Alors, quand on est dans ces situations difficiles, de pression commerciale, eh bien, d'abord, on peut, vous l'avez vu, tenter de voir comment on utilise moins de mètres carrés, et puis ensuite, on peut se mettre tout simplement à la baston. Parce que quand les temps sont durs, le premier registre que les commerçants utilisent, c'est bien celui du prix, et donc, on a vu repartir cette guerre des prix. Vous voyez, Géant qui ici promet une baisse des prix sur 15 000 produits, rien de moins. On a vu aussi Géant, toujours, autre exemple qui est assez frappant, et on va prendre le temps de le décortiquer, qui multiplie les promos. Ce jour-là, je suis dans un magasin à Besançon, on est le 19 août, donc dans un seul magasin, le même jour, regardez le nombre de promotions différentes que vous avez sur des rayons entiers. 50% sur le non-alimentaire, sur la rentrée scolaire. Vous voyez, il y a un nombre de promotions incroyables. On est le même jour dans le même magasin, pour ces remises qu'on va appeler catégorielles sur un rayon, et puis ce à quoi se rajoute, attention, ça arrive dans un instant, des remises panier, ça veut dire que si en plus vous payez avec la bonne application, vous avez 10 ou 15%, si vous dépassez 40 € de dépenses, vous avez un bouquet de roses, etc., etc. Bref, la générosité, en tous les cas, ce jour-là, dans ce magasin, n'a jamais été aussi importante. Pourquoi? Parce que quand les temps commerciaux sont durs, il faut activer le levier du prix et de la promo. Et vous voyez, vous avez probablement l'exemple le plus abouti. Je ne sais pas si c'est positif de le présenter ainsi, mais l'exemple le plus abouti possible, ce jour-là, dans ce magasin, c'était le 19 août, au Géant de Besançon. Alors, songez que quand vous voyez, et c'est ce que vous avez sur la photo ici, même Monoprix, qui promet du prix cassé, c'est quand même dire que les temps commerciaux sont durs et qu'il faut aller à la baston, que tout le monde doit aller à la baston, même Monoprix. Alors on a vu aussi la multiplication de ce qu'on appelle les remises rayons. Vous voyez, là on est chez Intermarché, il y avait 34% de remises sur tout le rayon soda. Je vais chez Carrefour, il y avait ce jour-là 34% de remises sur tout le rayon fromage. C'est ce qu'on appelle des remises rayons et qui évidemment, en termes d'impact, et notamment sur le compte d'exploitation, sont plus fortes que des remises sur un seul produit, puisque là, c'est la totalité des produits d'un même rayon. La grande distrib n'est pas la seule, évidemment, parce que le sujet, ce n'est pas les stratégies de chacune des enseignes, c'est le comportement du consommateur qui est toujours de plus en plus promophile, ce qui rend les enseignes de plus en plus promo-dépendantes. Regardez Yves Rocher, 50% sur tout le magasin, c'est pas sur quelques produits, c'est sur la totalité du magasin, ce qui d'ailleurs pose le problème de ce qu'est le juste prix. Parce que quand vous proposez, pendant une période de temps, certes réduite, mais quand même 50% sur tout le magasin, comment voulez-vous que le consommateur fasse confiance dans vos prix le reste du temps? C'est quand même un niveau de générosité qui est là aussi rarement vu. Alors, rarement vu aussi, c'est le fait de vous donner de l'argent quasiment pour faire vos courses. Ce jour-là, et rassurez-vous, j'assume totalement le goût du ridicule et la mise en situation, mais ce jour-là, j'étais chez But, je suis arrivé avec 25 €, je suis reparti avec la cafetière que j'ai dans les mains, et j'ai reçu 50 € de bons d'achat. Pourquoi? Parce que c'était l'opération 200% remboursée. Ça veut donc dire que finalement But, quelque part, m'a payé pour que je vienne dépenser chez lui. Et c'est pas une erreur, c'est pas un accident de parcours, parce que si je vous amène un an en arrière, regardez, c'est parti. Eh bien, il y a un an, j'avais pu faire exactement la même démonstration. J'étais arrivé avec 25 €, j'étais reparti avec la cafetière et j'avais reçu 50 € de bons d'achat puisque c'était déjà l'opération 200% remboursée. Autre stratégie que l'on a vue cette année, c'est le développement des abonnements. Alors ça fait honnêtement déjà quelques temps, en l'occurrence 2 ans, que Casino avait déployé sa stratégie d'abonnement avec l'application Casino Max. Mais pas grand monde n'en avait parlé jusqu'à ce que cet été, Monoprix se lance dans l'abonnement et surtout, vous allez le voir, Carrefour, même si Carrefour ce n'est qu'un test, sur Rouen avec un abonnement à 6 € qui permet d'avoir, là dans l'espèce, 15% de remise sur les marques de distributeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que la distribution classique prend les recettes du e-commerce, parce que c'est ni plus ni moins que la mécanique Amazon Prime appliquée aux courses du quotidien. Et ça dit une autre chose, c'est que
Aujourd'hui, on n'est même plus dans de la fidélisation, on est dans de la rétention de clients, c'est-à-dire que dès lors que j'ai réussi à convaincre le client de s'abonner, il est quasiment retenu dans mon écosystème parce que son intérêt évident, c'est d'utiliser au mieux son abonnement, donc de ne plus aller ailleurs. C'est pour ça que pour le coup, ce n'est plus de la fidélisation, c'est même carrément de la rétention et ça caractérise bien l'époque qui est objectivement difficile pour le commerce. Un autre mot de l'année que l'on conjugue avec commerce, c'est évidemment un commerce toujours plus digital. Alors, nos vies, plus généralement, sont toujours plus digitales. Regardez ici, quand je suis dans un taxi que je paye désormais avec une carte bancaire, le taxi ne me fait plus la gueule. Alors que pendant des années, un chauffeur de taxi normalement constitué, quand vous lui demandiez de payer en carte bancaire, il vous demandait d'abord si vous étiez bien sûr de ne pas avoir de cash. Et donc, ça illustre bien ce mouvement général de digitalisation de nos vies qui se traduit en chiffres. Là, vous avez l'évolution du e-commerce alimentaire. Alors, c'est très majoritairement du drive, évidemment, pour à peu près 90%. Eh bien, vous voyez que l'année 2021... elle va se traduire par une croissance de la part de marché du e-commerce alimentaire, après pourtant une année 2020 où il s'était littéralement envolé en raison de la crise sanitaire. Donc, vous avez une année 2021 qui était attendue au mieux stable par rapport à 2020, vu le niveau de progression qu'on avait connu, qui se traduit en réalité par une nouvelle croissance du e-commerce. C'est bien la preuve que cette digitalisation de nos vies va dans la digitalisation du commerce, et y compris sur les courses alimentaires. Alors on le voit aussi dans les postures des enseignes, les convictions des enseignes. J'ai adoré cette campagne de pub de Franprix, vue dans le métro à Paris, où en gros Franprix interpelle le client en lui disant « Tu peux faire un détour rapido par franprix.fr pour le dîner de ce soir ». Et elle est bigrement intéressante parce que cette campagne-là, cette accroche-là, elle dit que l'enseigne a adopté le wording du offline, pardonnez-moi pour les anglicismes, dans sa communication pour le online. Sous-entendu, il n'y a plus de frontières entre les deux. Tu peux faire un détour rapido par franprix.fr, on aurait pu dire tu peux vite passer chez Franprix, c'était la même chose. Et donc c'est intéressant de voir que les enseignes ont enfin compris que de toute façon c'était une espèce d'unité indivisible. Il y avait le commerce physique, le commerce électronique, mais tout ça c'était la même chose, c'est le commerce dans l'écosystème de l'enseigne. Donc cette campagne l'illustre à mes yeux particulièrement. Alors évidemment, quand on parle de digital, de 2021, de e-commerce, on est obligé d'évoquer l'arrivée, parce que personne ne connaissait ça il y a quasiment un an, l'arrivée du e-commerce. Alors vous avez Gorillaz qui promet les courses livrées en 10 minutes, vous avez eu Cajoo qui lui promet en 15 minutes, mais dans tous les cas c'est un niveau de rapidité qu'on ne connaissait pas. On a eu Flink, on a eu Yango Deli, bref, on a eu une multiplication de nouveaux acteurs qui ont eu comme conséquence de faire passer ce qui était en avance il y a encore un an pour quelque chose de terriblement ringard. Regardez bien cette photo. Carrefour qui promet une livraison express en 1 heure. Mais fin 2021, 1 heure, c'est vraiment express ou c'est sacrément ralenti comme rythme? Ben voyez, pourtant on parle bien de la même chose et cette image, elle est très récente tout simplement parce que malgré tout, ça continue à vivre en termes de campagne de communication dans les magasins. Carrefour promet encore dans certains magasins une livraison en 1 heure, alors que le quick commerce est arrivé avec un nouveau standard, 10 minutes, et ça marche. Alors évidemment, pour recruter de nouveaux consommateurs quand on arrive, il faut être généreux. C'est tout le principe de ces nouvelles boîtes, de ces nouvelles applications qui viennent par le digital. C'est des coûts de recrutement démentiels. Vous voyez, vous avez Gorillaz ici qui me promet 10 € de réduction sur mes 10 premières commandes à la condition que je dépense à chaque fois 20 €. Ce qui veut donc dire très concrètement que si j'ajuste le tir et que je dépense 20 €, sur mes 10 prochaines commandes, j'aurai donc 50% de remise sur mes 10 prochaines commandes. Vous avez bien entendu, 50% de remise, ben oui, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et il faut donc recruter, quel qu'en soit le prix, autrement dit, quoi qu'il en coûte. Alors un autre exemple, c'était chez Cajoo. Ce jour-là, j'avais 10 € de remise sur ma commande, quel que soit le montant à partir de 10 €. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé pour, vous le voyez ici, 10,43 €. J'ai donc eu 10 € de remise. J'ai donc payé 43 centimes pour du lait, des lardons, etc., etc. Donc vous voyez bien que le niveau de recrutement, le coût de recrutement est dingue. Ces enseignes-là ne reculent, je vais y arriver, devant aucun sacrifice
pour faire du recrutement, parce que c'est tout l'enjeu d'être celui ou ceux, ils ne seront pas nombreux, qui vont survivre dans cet océan qui est déjà rouge des pertes économiques de chacun des acteurs. Alors, rapidement, on a eu aussi à la fois l'arrivée du e-commerce, mais aussi une forme de début de recomposition, parce que dans ce métier, tout va vite. Alors on a Cajoo qui a fait rentrer Carrefour dans son capital. On a eu aussi plus récemment Casino qui est rentré dans le capital, ou qui va rentrer dans le capital pour être précis, de Gorillaz, à la fois au niveau du groupe Gorillaz, mais aussi de la filiale française. Donc vous voyez que ce secteur-là du quick commerce était à peine né, qu'il est déjà en recomposition, parce que tout va vite, la livraison, et aussi les grandes manœuvres capitalistiques. Alors on a vu aussi, et c'est plus discret, bien peu en parler, l'arrivée de ce qu'on va appeler les marketplaces locales. Alors c'est incarné par Everly. Everly, c'est une boîte italienne qui est arrivée à Lyon en février et qui dessert désormais 10 villes. Et dans chacune des 10 villes, la particularité, c'est qu'elle va aspirer les offres des enseignes que vous voyez sur la carte ici, et elle va les reproposer aux clients dans une seule et même application. C'est donc ce qu'on appelle un agrégateur d'offres. Et donc la vertu de ces marketplaces locales, c'est de proposer dans un seul appareil, votre téléphone, dans une seule application que vous aurez téléchargée, la totalité de l'offre dans la zone dans laquelle vous habitez. Donc c'est une vertu, ça s'appelle Everly et c'est aujourd'hui en plein développement en France. Comment ça marche concrètement? Alors pour l'exemple, je suis allé à Lyon, vous voyez, je suis ici place Charles Hernu, en tous les cas c'est l'adresse que j'ai donnée. Everly, l'application me donne les différents magasins auxquels je peux avoir accès. Il y a Auchan, il y a Intermarché, il y a Carrefour, il y a Super U. Donc depuis la même application, j'ai l'accès à ces offres-là. Je choisis pour l'illustration d'aller faire mes courses chez Intermarché. Everly me positionne sur sa page l'offre, en l'occurrence d'Intermarché. Je fais mes courses sur Everly, mais sur la base de produits qui seront ensuite préparés chez Intermarché. Je paye, vous le voyez ici, c'est le tunnel de commande, je paye à Everly. Ça veut bien dire qu'à mes yeux de consommateur, le commerçant, qui est quand même bien celui auquel je paye, eh bien le commerçant, c'est Everly. Et donc ensuite, Everly va envoyer un préparateur en magasin chez Intermarché, préparer la commande que j'ai commandée, et donc va finir par me livrer. Et ce jour-là, et j'utilise volontairement le jeu puisque je l'ai fait, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, ce jour-là, j'ai donc fait mes courses chez Intermarché sans avoir été en interaction, ni physique parce que je ne suis pas allé en magasin, ni numérique parce que je n'étais pas sur une appli Intermarché, et pourtant, j'ai bien fait mes courses chez Intermarché. La morale, Intermarché a tout simplement été désintermédié au profit d'Everly qui, à mes yeux, est donc le commerçant. Et là, ça ouvre évidemment un bouleversement colossal de ce qui fait l'essence même du client, de ce qui fait, l'essence même du commerce, la relation client. Le commerce, justement, continuons de le qualifier. Le commerce, en 2021, il a été en effervescence comme jamais. Alors, il y en a eu des rumeurs, des faits. On va commencer par les faits. Carrefour et Tesco qui achetaient ensemble une partie de leurs produits, qui ont décidé de se séparer. On a ensuite eu Auchan et Casino qui, en gros, couchaient ensemble, se sont dit, non, on arrête. Et puis aussitôt après, on a vu Casino et Intermarché qui ont remis le couvert, puisque Casino était libre, il n'était plus avec Auchan, Intermarché était tout seul, donc hop, on se remet ensemble. On a ensuite eu Couche-Tard qui avait des velléités, le Canadien Couche-Tard sur Carrefour. Et puis après, comme ça ne s'est pas fait, on a eu Carrefour qui discutait avec Auchan. Bref, ça discute tout le monde avec tout le monde. Pourquoi? Parce que le marché est objectivement en effervescence. Et la conséquence, c'est que petit à petit, s'installe l'idée que demain, une recomposition du retail français est probablement indispensable. Alors certes, 2021 va se terminer avec le même nombre d'acteurs que 2020. C'est un fait. Il n'y a pas eu de rachat, pas de rapprochement. Mais désormais, plus personne ne peut contester l'idée qu'il est très probable qu'un jour ça arrive. Donc au final, aucune des opérations dont on a parlé pendant l'année n'a abouti, certes. Néanmoins, l'idée s'est installée que ça finira par arriver, ce qui rendra peut-être plus acceptable l'idée d'une grande fusion en France. Alors, qui ça sera? Pour le coup, rendez-vous probablement en 2022, dont on peut déjà dire que l'année ne se terminera pas sans que tout ça quand même se recompose, parce que ça bouillonne, ça bouillonne. Autre mot, le commerce qui est toujours plus hybride. Alors, l'hybridation, c'est le fait de mélanger les genres. Alors, vous voyez par exemple Zara ici, qui a ouvert à Paris son premier magasin, mélangeant à la fois
de l'habillement, c'est le métier de Zara, mais aussi de la beauté. Alors il y avait déjà du parfum chez Zara depuis de nombreuses années. Désormais, il y a de la cosmétique. Alors Paris n'est pas la première ville où ça se passe, mais voyez, c'est une illustration de ce qu'on appelle l'hybridation. On peut avoir aussi l'hybridation des enseignes. Là, vous voyez, dans la même vue, on est dans un géant casino, vous avez à la fois tout au fond l'allée Leader Price. Bon, on peut considérer qu'il y a une forme de logique parce que Leader Price appartenait à Casino. La marque, d'ailleurs, appartient toujours à Casino. Et puis, vous avez au premier plan le rayon auto qui est signé par Feu Vert. Pourquoi? Parce que Feu Vert est une enseigne spécialisée, plus légitime, alors qu'un hypermarché, par principe, est une enseigne moins légitime. Et donc, il y a une forme de mariage avec des intérêts bien compris. L'hypermarché apporte son trafic, l'enseigne spécialisée apporte sa légitimité. Alors, on a vu Feu Vert chez Géant, on a vu aussi, parmi les initiatives de l'année, la Grande Récré, toujours chez Géant. On a vu aussi, par exemple, CEA, qui est arrivé chez Cora, alors que le même CEA est déjà présent d'ailleurs chez Géant. Donc, vous voyez que l'hybridation produit une espèce parfois de mélange des genres, le risque étant une perte d'identité pour les enseignes, parce que quand je suis dans un rayon CEA, aujourd'hui, je peux être à la fois dans un Géant ou dans un Cora. Reconnaissez que ça peut peut-être perturber certains consommateurs. Autre hybridation, cette fois-ci en alimentaire, on a Thirier qui a débarqué chez Systemus, ça ressemble à ça. Il y a une vingtaine de magasins qui testent aujourd'hui le fait d'avoir dans le rayon surgelé de leur magasin une partie de ce rayon qui est dédié à Thirier avec des produits Thirier qui évidemment ont une légitimité sur le marché du surgelé qui est peut-être supérieure à ce que peut être les produits de la marque U. Donc c'est une espèce de super marque de distributeur qui évidemment n'appartient pas à Système U, mais c'est une autre illustration de cette fameuse hybridation. Le commerce est aussi indiscutablement plus indépendant. Alors avec un fait majeur de l'année, c'est ça. Pour la première fois, les indépendants, les 3 enseignes d'indépendants, Leclerc, Intermarché, Système U, ont dépassé les 50% de part de marché. Je vous ai remis sur ce graphique l'histoire dans sa longueur. En 2007, on avait franchi à peine les 40%, ce qui veut dire qu'en 13 ans, les indépendants ont gagné 10 points de part de marché. Schématiquement, le point de part de marché sur ce métier-là, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc vous imaginez ce que ça représente en termes de volume. Et aussi, ça doit rappeler à ceux qui, il y a une quinzaine d'années, étaient certains de voir les indépendants disparaître parce qu'ils n'auraient pas la surface financière pour assurer les transmissions entre eux, parce qu'ils allaient se faire avaler tout cru par les grands groupes intégrés, les grands groupes capitalistes. Finalement, ironie de l'histoire, c'est même plutôt l'inverse, puisque quand les groupes intégrés ont des magasins à vendre, ce sont les indépendants qui les rachètent. Et voyez, cette espèce de domination des indépendants, elle s'est matérialisée cette année, en 2021, avec une part de marché qui symboliquement a franchi le cap de la majorité, avec 50,1%. Alors on peut l'exprimer même encore différemment, pour montrer à quel point dans le temps long, les indépendants sont en surperformance. On va prendre comme point de départ la démographie. Vous avez sous les yeux l'évolution de la démographie en France sur la décennie 2010-2020, c'est-à-dire le nombre de bouches à nourrir, ce qui est quand même un peu le critère le plus important quand on est un distributeur alimentaire. Donc, la démographie sur la période a progressé de 4%. Dans le même temps, vous allez voir arriver l'évolution des ventes en France de chacun de ces 6 grands distributeurs. On commence par les groupes intégrés. En rouge, vous avez la totalité du chiffre d'affaires du groupe et en vert, ce qui nous intéresse ici, la part du chiffre d'affaires en France. Donc vous voyez que sur la période, le chiffre d'affaires de Carrefour, d'Auchan et de Casino a diminué, plus ou moins fortement, mais alors que la démographie apportait 4% de bouche à nourrir en plus, ces 3 groupes-là ont vu leurs ventes en France diminuer. Dans le même temps, et la comparaison est évidemment terrible, mais quand vous la faites sur un espace de temps aussi long, elle est robuste, vous voyez l'évolution du chiffre d'affaires en France des indépendants. Leclerc a gagné 43%, Intermarché, qui avait connu un début de décennie un peu difficile, n'a gagné que 8%, mais c'est malgré tout beaucoup plus que ce qu'ont pu faire les groupes intégrés, et Système U, lui, a gagné 35%. Donc vous voyez, l'espèce de domination actuelle du commerce indépendant, elle prend ses racines dans une dynamique qui est très profonde, puisque la décennie, elle est implacable avec cet écart colossal de performance entre les indépendants et les intégrés. En fait, ce que l'on vit, c'est ce que vous avez sous vos yeux.
C'est une espèce de tempête. En gros, la consommation est aujourd'hui sous les vents parfois contraires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le développement du e-commerce, la conso qui progresse plus beaucoup, les capacités commerciales qui s'accroissent. Bref, il y a une forme de tempête commerciale. Eh bien, l'indépendant, dans cette tempête-là, il a 4 vertus. D'abord, il est plus agile. Ça veut dire qu'il est sur le pont du petit bateau que vous voyez, attiré des bords, et donc il va être plus réactif. Il est plus impliqué parce que comme il joue avec son actif, son patrimoine, il est forcément à la manœuvre du matin au soir si nécessaire. Le niveau d'implication sera jamais le même entre un indépendant et un intégré par principe. La temporalité est aussi un argument parce qu'un indépendant, son horizon, sa perspective, c'est pas le trimestre, c'est pas l'année, c'est sa vie professionnelle. Pour beaucoup d'indépendants, le magasin, c'est le patrimoine qui sera vendu à la retraite pour couler des jours heureux et tranquilles avec quelques millions de côté. Eh bien, cette temporalité-là, ça leur donne parfois la capacité à faire le dos rond, à attendre ou à prendre des décisions qui, peut-être qu'à court terme, ne seraient pas les meilleures, mais qui le sont à long terme. Un indépendant peut le faire, un intégré aura par principe plus de mal parce que ce capitalisme-là est plus pressé. Et puis enfin, il y a les coûts. Dès lors que vous jouez avec votre argent, vous êtes probablement plus regardant pour visser tous les boulons, pour être plus précis, plus précieux dans ce que vous faites. Et donc, ce que je vous raconte là, ce sont ni plus ni moins que des facteurs structurels. Et donc, voilà pourquoi cette espèce de domination dans la dynamique au profit des indépendants, elle est durable et il est même probable que sur les années qui viennent, elle continue parce que ceux qui font les attendus de marché ne vont pas changer fondamentalement en 2022 comparé à ce qu'ils étaient en 2021. Et ce que je vous dis là, d'ailleurs, est valable au-delà de l'alimentaire. Vous avez ici, entre autres exemples, 3 enseignes sur le jouet, sur les matériaux, sur les sports. Ces enseignes-là, elles ont comme point commun d'être toutes des coopératives de commerçants indépendants. Et ce qui est intéressant, en élargissant la focale, c'est de quitter le monde de l'alimentaire pour regarder la totalité du monde du commerce indépendant et de voir sa performance. Vous avez sous les yeux, sur quasiment une vingtaine d'années, donc là aussi, c'est robuste, l'évolution du commerce français dans sa globalité, c'est-à-dire toute forme de commerce, tout secteur, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, petit et grand, indépendant ou intégré, peu importe, ils sont tous résumés dans cette évolution. Vous allez voir apparaître l'évolution du commerce indépendant. Eh bien, le commerce associé indépendant, c'est-à-dire en gros les coopératives, type Leclerc, Atoll, Optique 2000, Intermarché, Jouet Club, toutes ces enseignes-là, eh bien, vous voyez que sur le temps long, sur les 20 années, systématiquement, le commerce indépendant a été surperformant comparé à la moyenne du commerce. Ça veut dire que quand le commerce baissait, le commerce indépendant baissait aussi, mais moins. Quand le commerce progressait, le commerce indépendant progressait et plus. Vous voyez, il n'y a pas photo, il y a une vraie dynamique commerciale, il y a un bénéfice, il y a un bonus à être un indépendant dans l'époque contemporaine en matière de commerce. Autre mot, l'embourgeoisement et le fait que le commerce est finalement un éternel recommencement. On commence par le prix et puis petit à petit on s'embourgeoise. On devient moins discount, on était hard discount, on devient soft discount. Alors vous connaissez ce mouvement, il n'est pas né en 2021 bien évidemment, mais en 2021 il a pris encore de nouvelles illustrations. Regardez Lidl qui se met au golf. Rien que le fait de le formuler ainsi, imaginez-vous il y a 10 ans, si je vous avais dit Lidl se met au golf, vous n'auriez évidemment pas compris. Mais c'est pourtant bien ce que Lidl a fait avec une grande opération golf. Vous voyez, Lidl qui vendait des sacs de golf, des chaussures de golf, des gants de golf. C'est Lidl, oui, et Lidl qui vend du golf, et en plus, ça marche. Eh bien, c'est l'illustration de cet embourgeoisement permanent des formes de vente qui veut qu'elles naissent toutes par le prix, et petit à petit, elles s'en éloignent en élargissant l'assortiment, en tentant de séduire d'autres consommateurs. Parce qu'évidemment, le consommateur qui achète du matériel de golf, ce n'est pas le consommateur ordinaire. Il n'y a pas de condescendance là-dedans, c'est une réalité. Une autre façon d'illustrer cet embourgeoisement, c'est de regarder la relation client. Lidl a vécu pendant 30 ans en France sans carte de fidélité. Eh bien, désormais, Lidl a son programme de fidélité. Alors, il n'a toujours pas de carte, pour être honnête, puisque c'est uniquement une application, c'est digital, mais c'est bien un programme de fidélité. Ça veut dire que c'est un programme qui va lui coûter de l'argent et qu'il faut remettre dans le niveau de marge brute pour le financer. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que dans le même temps, Lidl va probablement gagner des consommateurs qui vont faire leur plein de courses chez lui, ça veut dire avec une élévation du niveau de panier moyen, mais cela dit, voyez bien que petit à petit, Lidl devient, encore une fois, un magasin comme un autre. Autre enseigne qui suit le même phénomène, c'est Aldi.
Aldi qui vient de racheter Leader Price et qui est parti dans une espèce d'embourgeoisement par la communication. Regardez le budget de communication d'Aldi sur 12 mois glissants. Aldi a dépensé 225 millions, c'est du brut, mais quand même, lorsque sur la même base, Système U a dépensé que 146 millions. Le plus frappant dans la comparaison, c'est de mettre en face les parts de marché. Eh bien, Aldi a 2,5% de parts de marché, Système U a plus de 11%. Ça veut dire qu'il y en a un qui dépense entre 4 et 5 fois plus que l'autre à business comparable. Vous voyez bien que Aldi, qui devient une espèce de surinvestisseur publicitaire, là aussi, mettez-vous 5 ans en arrière, c'était tout à fait inentendable. Et pourtant, vous le voyez, c'est la réalité de 2021. Et ce qui devait arriver, arrivera, parce que dès lors que les formes de vente s'éloignent du plus bas prix possible, parce qu'elles s'embourgeoisent, eh bien, elles libèrent un espace en bas, et quand vous libérez un espace en bas, il y a quelqu'un qui passe en dessous, et ce quelqu'un, il est aux portes de la France, il s'appelle Maire, il est déjà présent en Espagne, il est présent en Allemagne, il est présent en Angleterre, par exemple. C'est un ultra-discount russe qui arrivera en 2022 en France. Sur ce qu'on en sait, ça sera exactement ici, dans ce magasin que je suis allé photographier à Thionville, c'est un ancien Leader Price, qui sera donc très probablement le siège du premier magasin Maire. Et juste pour vous donner une espèce de goût, d'amuse-bouche de ce que ressemble le magasin, de ce à quoi ressemble le magasin Maire, ben voyez, d'ici quelques semaines en France, on aura des magasins qui ressembleront à ça. C'est un Maire qui est en Allemagne, que je suis allé voir récemment. Vous voyez, c'est une forme de retour en arrière commercial. Pour ceux qui se rappellent ce à quoi ressemblait le hard discount à la fin des années 80, eh bien ça sera ni plus ni moins que la même chose. Pourquoi ? Parce que le commerce est bien un éternel recommencement. Le commerce, heureusement, ne regarde pas que le prix, il est aussi durable. Et on a eu de nombreuses initiatives en 2021, alors on va les balayer. Il y a eu ce Leclerc à Luçon, en Vendée, qui, de manière très abrupte, mais extrêmement volontariste, c'est-à-dire radicale, a supprimé la distribution des prospectus le 1er avril 2021. Ce n'était pas un poisson d'avril, c'était la réalité. Depuis lors, ce magasin vit, non pas sans promo, mais sans diffuser les prospectus, ça veut dire en l'occurrence sans utiliser de papier pour véhiculer ses promotions. Pour vous donner 2-3 éclairages, le magasin marche plutôt pas mal avant, il marche toujours pas mal après, et le quota promo n'a même pas baissé, ce qui est très instructif sur le fait de savoir si est-ce que le prospectus papier est à ce point-là indispensable dans la vie commerciale des magasins. Carrefour est en train de le tester lui aussi. Il a choisi 4 premiers magasins pour tester à la fois en hyper et en super la vie sans prospectus, ou en tous les cas en proposant aux consommateurs de le recevoir comme ils voulaient. Ça veut dire que les clients qui voulaient recevoir les prospectus par WhatsApp, par mail, aller sur l'appli ou éventuellement continuer à le recevoir par papier, mais évidemment il fallait en faire la demande express, peuvent le faire, mais au final vous avez qu'une poignée de consommateurs qui ont demandé à continuer à recevoir les prospectus papier. Voilà pourquoi Carrefour continue ce test-là. À partir de janvier 2022, les magasins qui sont à Lyon et à Paris ne diffuseront plus, eux non plus, automatiquement les prospectus dans les boîtes aux lettres de leur zone de chalandise. Vous voyez à quoi ressemblait la borne à l'entrée des magasins où le client pouvait choisir la manière dont il souhaitait recevoir les prospectus. Alors évidemment, toutes les enseignes sont lancées là-dedans, surtout au moment où s'engage en 2022 ce qu'on appelle le WePub. Ça veut dire on va demander, ce sont 15 zones test, on va demander le consentement à l'avance au client de recevoir des prospectus dans sa boîte aux lettres. Eh bien, toutes les enseignes ont quand même compris que tôt ou tard, il faudrait vivre sans prospectus. Donc, il faut commencer à apprendre cette nouvelle vie. Géant qui tente de convaincre, là aussi, ses consommateurs de regarder les catalogues en ligne. Alors, autre illustration, parce qu'il n'y a pas que le prospectus à ce commerce plus durable, c'est le développement du vrac. Alors, j'ai choisi pour l'illustrer, peut-être le vrac là où on ne l'attend pas. Vous voyez, là, on est dans les fournitures scolaires, où Système U, de manière massive, c'est-à-dire pour la totalité de ces magasins, ce qui est rare d'ailleurs dans un mouvement d'indépendants de contraindre à ce point-là, mais Système U qui a décidé que désormais, les fournitures scolaires vendues à l'unité ne seraient plus blisterisées, ça veut dire plus de carton, plus de plastique pour les proposer. On a aussi vu cette initiative alors qui est passée en dessous du radar de beaucoup parce que ce n'est qu'un test et j'en ai parlé mais que dans 8 magasins, c'est Carrefour qui tente de sponsoriser, on va le dire comme ça, la consommation responsable. Rappelez-vous, il y a 2 ans, toutes les enseignes ont expliqué aux consommateurs qu'ils pouvaient venir avec ces contenants pour se faire servir au rayon coupe. Sauf que de fait, quasiment aucun consommateur ne le fait, ça n'a pas pris.
Donc, Carrefour s'est dit que c'est lui qui allait mettre la petite étincelle pour tenter de créer cette nouvelle habitude d'usage, dont on voit bien qu'elle est quand même très importante, puisque si ça permet de diminuer les déchets d'emballage, tant mieux. Donc, en gros, ici, Carrefour propose à ses consommateurs de bonifier leur carte de fidélité de 10 centimes chaque fois qu'ils utilisent leur emballage dans un rayon à service. Vous le voyez ici pour le fromage. Donc Carrefour qui, quelque part, sponsorise la consommation responsable. Alors on a eu aussi d'autres initiatives. Vous voyez, je vous ai mis ici un cabas en carton. Pourquoi? Parce que ça permet évidemment d'éviter l'utilisation de plastique. C'est une utilisation parmi d'autres. On a Electrodépôt qui donne de l'argent pour faire venir à lui des appareils qui seront recyclés. On a les enseignes de textiles qui aujourd'hui sont parties dans la récupération et la revente de produits d'occasion. Bref, ce mouvement-là, il est parti dans toutes les enseignes, mais aussi dans les stratégies de beaucoup de marques. Alors je vous ai rassemblé pour la photo 3 exemples parmi d'autres. Vous voyez Andros, dont la promesse était enfin la première gourde recyclable. Tropicana, je suis 100% recyclé. Ou encore Evian avec ses bouteilles 100% matière recyclée. Donc c'est très vertueux, mais on se rend compte quand même qu'il ne faut jamais aller trop vite par rapport aux consommateurs. Vous voyez, je ne suis pas persuadé, sans leur faire offense, que la gourde Andros soit un carton commercial. Parce que quand on le voit en zone anti-gaspi, c'est qu'a priori, ça a quelques difficultés d'écoulement. Parce que finalement, vu du consommateur, la première question, c'est pas de savoir si la gourde est recyclable, c'est est-ce que la compote est bonne, oui ou non. Vous voyez, donc dans la hiérarchie des valeurs, il ne faut pas oublier que la première des valeurs attendues par le client, c'est une valeur pour lui, les externalités, c'est-à-dire l'environnement, bien sûr c'est de plus en plus important, mais ça restera toujours une valeur secondaire par rapport à la valeur primaire qui est, pour moi, c'est quoi? Est-ce que la compote elle est bonne, par exemple? Une autre illustration du fait qu'il ne faut pas aller plus vite que le consommateur, regardez, ce jour-là, dans ce carrefour, je tombe sur des crêpes, les fameuses crêpes fraîches qui se développent, vendues à l'unité. Vous avez sous les yeux un sachet plastique qui emballe une seule crêpe. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire que si l'hypermarché l'a fait, c'est qu'il y avait des clients qui le voulaient et qui l'achètent. C'est ça que ça dit. Et ça dit donc que ce mouvement de commerce durable ne peut aller qu'à la même vitesse de la consommation responsable. Et que ceux qui chroniquent ces mouvements-là ont souvent tendance à chroniquer leur vitesse et non pas la vitesse moyenne des consommateurs qui ne sont pas tous prêts à basculer, à changer, à renoncer à ce qui est d'abord un bénéfice personnel. Pouvoir acheter une crêpe à l'unité, on en pense ce qu'on en veut, mais ce jour-là, c'était bien le cas. Et pour terminer cette rétro-conso de l'année, je me suis demandé s'il n'y avait que 5 images à vous partager, lesquelles je prendrais. Alors évidemment, c'est un exercice réducteur, difficile, mais je vais quand même me livrer à cet exercice de vous proposer ces 5 sujets qui, s'il ne fallait retenir que ces 5 points, seraient en haut de la pile. La première image, c'est celle-là. Alors vous me direz, on est loin du commerce. Amazon qui diffuse Roland-Garros. Oui, mais elle est terrible. Rappelez-vous quand même, pour ceux qui aiment le tennis, pendant Roland-Garros, pour les matchs de la soirée, si vous vouliez les suivre, il fallait être sur Amazon. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'Amazon est partout dans nos vies. Amazon se veut en pourvoyeur de services au sens très large. C'est évidemment les produits non alimentaires, c'est les produits alimentaires pour une part, et ça le sera évidemment demain sous une autre forme, c'est les services, c'est la vidéo, c'est le cloud, bref, Amazon est partout, jusque sur le fait de regarder du tennis, ou pour les footeux, de regarder désormais la Ligue 1, puisque désormais, elle est sur Amazon. Autre image, alors qui est rafraîchissante, presque sympa, c'est de voir qu'au moment de choisir là où il y a du trafic, où vont les politiques? Un hypermarché. Vous voyez, là, c'était la campagne des régionales, pour le coup, Valérie Pécresse, pour la région Île-de-France. Où est-ce qu'elle venait tracter? Un hypermarché. Où est-ce que les politiques, on a Édouard Philippe, ancien Premier ministre, où est-ce qu'ils viennent vendre leur livre? Le livre qu'il a sorti à la rentrée, il vient le vendre en hypermarché. Et donc, finalement, ça dit quand même quelque chose, c'est que malgré tout ce qu'on peut lire, écrire, entendre, et parfois même dire, sur le destin de l'hypermarché, il est peut-être déclinant. Il n'en reste pas moins toujours vivant, la meilleure preuve étant que quand ils veulent toucher du monde, les politiques vont où? À l'hypermarché. Alors une autre image, je vous encourage à lire dans le détail la petite affiche, afin de mieux vous servir, nous avons libéré les caddies. Alors ça c'est fascinant. Évidemment c'est l'impulsion de Rami Bétier à la tête de Carrefour France, qui, là où c'est possible, parce qu'il ne faut pas non plus, c'est pas partout encore, mais c'est beaucoup plus présent que ça ne l'a jamais été, c'est de libérer les caddies, sous-entendu, on ne commence pas à demander un effort au client quand il vient chez vous, de trouver la pièce ou le jeton
pour libérer le caddie, on les a libérés pour lui. Et ça illustre une forme de renversement de valeur sur la place du client qui est bien au-delà des petits problèmes du commerçant. Oui, quand vous libérez les caddies, vous vous faites piquer des chariots, incontestablement. Mais c'est quoi le plus grave? Se faire piquer des chariots ou ne plus avoir de clients? Et cette image, elle illustre que le client est au-dessus de tout, et c'est pour ça que j'en ai fait l'une de mes images de l'année. Autre image, je vous amène à Mont-de-Marsan. Alors là, vous ne savez pas forcément ce que c'est, sauf pour ceux qui suivent le blog au jour le jour. Ça s'appelle MoonPro. C'est l'adhérent Leclerc de Mont-de-Marsan, c'est-à-dire une initiative totalement locale, qui s'est dit « je vais faire un magasin métro », c'est-à-dire pour les professionnels. Il a déjà un bel hyper, un beau centre commercial. Ils s'ennuient, j'allais dire. Et donc, ils sont toujours en train d'entreprendre. Et ça illustre bien le dynamisme entrepreneurial local des indépendants. Vous voyez à quoi ça ressemble. Il a reconstitué localement un métro ou un promo cash avec les produits qu'il peut avoir via sa centrale ou des produits qu'il va acheter spécifiquement. Mais ça illustre bien cette dynamique locale des indépendants qui est quand même assez fascinante. Et puis enfin, dernière image. Alors, en apparence, vous ne voyez pas forcément, si, ça se voit quand même quand on regarde bien, Uncle Ben's a disparu. Ça dit quoi? Ça dit que la consommation est en train de changer avec le fait de mettre dans nos décisions de consommation des valeurs. Si Uncle Ben's a changé, c'est débaptisé pour s'appeler Ben's Original. C'est parce qu'il l'a fait sous la contrainte. Parce que par rapport au fameux mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, par rapport à cette pression qu'il y a de ne pas être stigmatisant, et notamment ici pour la communauté noire, parce qu'Uncle Ben's en était peut-être une forme de représentation symbolique et pas une bonne représentation, alors Uncle Ben's a décidé de se débaptiser. Et ça dit quoi de la consommation? Ça dit tout simplement que de plus en plus, le consommateur achète en fonction de ce qu'il pense, et non pas uniquement en fonction de ce qu'il a comme ressources pour consommer. Pendant très longtemps, c'était des critères sociaux-démo qui ont présidé à l'analyse de la consommation. Je consomme en fonction de ma ressource. Désormais, je vais aussi consommer en fonction de ce que je pense. Et ça, c'est quand même assez frappant cette année avec cette image. On avait déjà eu aussi avant, rappelez-vous, et on l'a toujours, le succès de C'est qui le patron? C'est une autre illustration. On a aussi la transparence dont on parle de plus en plus. Vous voyez cette campagne de publicité dans le métro où on vous dit, voilà, ces chips, il valent 2,32 € et voilà qui gagne quoi. C'est-à-dire qu'on parle à ce que vous êtes dans la construction mentale qui est la vôtre, dans votre pensée, dans votre communauté. Et donc c'est assez nouveau. Et si vous regardez cette image dans le détail, regardez bien comment elle était au début quand Gorillaz est arrivé. La promesse, c'était les courses livrées en 10 minutes. Désormais, regardez bien, elles sont toujours livrées en 10 minutes. Mais c'est frais, c'est local, très bien. C'est stylé à petit prix. Et c'est aussi, regardez bien ce qui a marqué, des livreurs en CDI qui le font. Ça veut dire que là aussi, on en appelle à votre cerveau, c'est-à-dire par rapport à ce que vous pensez. Si vous considérez que c'est important le traitement social des livreurs, alors on y répond. Vous voyez, ça c'est quand même un changement qui est à l'œuvre, qui n'a pas commencé en 2021, mais qui s'est incarné par ces quelques exemples en 2021. Et voilà pourquoi il était important de le signaler. Un autre exemple, regardez cette campagne de pub. Ce bacon tue, mais pas les cochons. Ça veut dire que là, on ne vous apporte pas un produit vegan en tant que tel. Non, non, on vous apporte un produit qui a comme conséquence de ne pas mettre à mort un animal. Bien sûr, me direz-vous, c'est la même chose, sauf que vous voyez bien qu'on ne parle pas de la même façon. On parle à votre pensée, parce que désormais on a compris que ce qui est aussi important, ce n'est pas uniquement votre ressource, c'est ce que vous pensez. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette formidable année 2021 en quelques minutes, pardonnez-moi peut-être longues minutes, mais ça n'arrive qu'une fois par an. Et je vous remercie évidemment de m'avoir suivi. C'était 2021. À l'année prochaine.